Bonjour à toutes et à tous. La transition énergétique constitue l'un des défis majeurs de notre siècle. Face à la crise climatique, nous devons transformer nos modes de production et de consommation d'énergie. Cela passe notamment par l'électrification de nos usages, transport, industrie, logement, ce qui augmente fortement notre besoin d'électricité. Ce sujet ne concerne pas seulement les gouvernements ou les entreprises, il touche aussi profondément les nouvelles générations, les étudiants, les jeunes professionnels, les lycéens présents ici ou ailleurs. Seront demain les principaux acteurs et décideurs de cette transformation. Il est donc essentiel qu'ils soient bien informés des réalités et des enjeux qui l'accompagnent. Aujourd'hui, nous allons explorer les enjeux liés à la transition énergétique en abordant particulièrement le rôle du nucléaire dans ce processus. Pour nous éclaircir sur ces questions essentielles, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Valérie Faudon. Madame Faudon, vous avez fréquenté les bancs des écoles les plus réputées, réalisé une classe préparatoire au lycée Saint-Louis en mathématiques et physique, un Master of Science à Polytechnique, un Master 2 à l'École nationale des ponts et chaussées et une année à l'Université de Stanford. Votre parcours professionnel est également ponctué d'une grande richesse et de mobilité. Vous avez débuté votre carrière chez HP en 1990, puis poursuivi chez Alcatel, à la tête des opérations marketing sur 64 pays, en Afrique et au Moyen-Orient. En 2009, vous prenez la charge de la direction marketing monde chez Areva. 2 ans plus tard, vous êtes en poste au moment de la catastrophe de Fukushima, qui était un vrai moment de remise en question et de défi pour l'industrie nucléaire, dont Areva. À ce jour, vous êtes délégué général de la SFEN, la Société française d'énergie nucléaire, et ce depuis 2013. Vous êtes également vice-président de Nucléaire Europe et vous enseignez à Sciences Po. Merci Madame Faudon d'être présente parmi nous aujourd'hui. Je vous propose une première question afin de présenter les grands enjeux liés au réchauffement climatique et à la transition énergétique. Comment définir la transition énergétique ? Faut-elle la voir comme un défi écologique, un défi économique et compétitif ou un défi social ? Oui, alors comment définir ? D'abord, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis très contente d'être là. Donc, en effet, j'ai participé à plusieurs industries. À ce moment-là, quand j'ai pris ces décisions-là, j'étais persuadée que c'était l'industrie les plus importantes. Donc, j'ai commencé dans l'informatique, puis ensuite dans les communications. Et puis, en 2009, il y avait à la fois la conférence de Paris, en fait, sur le climat. Donc, ça m'a beaucoup impressionnée. Et puis, en 2009, je travaillais chez Alcatel. Et à cette époque-là, donc c'est une société qui n'existe plus. Maintenant, ça a été racheté par une entreprise qui s'appelait Nokia. C'était le grand géant français des télécoms. Et il y avait une stratégie qui s'appelait Fabless, qui était que toutes les usines devaient partir en Asie. Et j'ai eu envie de travailler pour un secteur d'activité où il y avait encore des usines en France. Et ça, je pense que c'est un point aussi très important, c'est qu'en fait, l'industrie nucléaire était d'abord leader mondial sur son marché, l'industrie nucléaire française, mais elle avait ses usines en France, elle l'avait jamais délocalisées. Voilà. Alors la transition énergétique, c'est évidemment un terme qui est apparu avec la nécessité de lutter contre le changement climatique. Donc, je voudrais être sûre que vous êtes familier avec ce qui cause le changement climatique. Alors, contrairement à ce que certains croient, je vous dis ça parce que j'ai été dans un débat récemment où c'est venu, ce n'est pas réchauffer l'air, c'est l'effet de serre. Donc, l'effet de serre, qu'est-ce que c'est ? C'est quand vous avez une serre, vous avez les rayons du soleil qui rentrent dans la serre et ils ne peuvent pas être réfléchis. Ils sont, disons, emprisonnés par la serre. Donc, au niveau de l'atmosphère terrestre, il y a un certain nombre. C'est l'atmosphère terrestre qui joue ce rôle de serre, ce qui nous permet d'avoir une température normale pour vivre, mais qui, parce qu'il traque, disons, la chaleur du soleil sur la Terre et l'empêche d'être réfléchi, mais qui aussi, quand il y a trop de gaz à effet de serre, donc quand cette atmosphère est trop riche avec un certain nombre de gaz, a l'effet de réchauffer le climat de la planète. Et parmi ces gaz, il y a un certain nombre de gaz, dont le CO2, le gaz carbonique, qui est émis en brûlant des énergies fossiles. Donc le charbon, le gaz et le pétrole. Donc lutter contre le changement climatique, c'est entre autres arrêter de brûler du gaz, du charbon et du pétrole, donc ces fameuses énergies fossiles. Donc le nucléaire, il a cet avantage de ne pas émettre de CO2. En fait, on n'est pas en train de brûler une chaîne carbonée. Ce qu'on fait, c'est qu'on coupe un atome d'uranium en plusieurs morceaux. Ce faisant,
il émet énormément d'énergie. Cette énergie, on l'utilise pour chauffer de l'eau, produire de la vapeur et produire de l'électricité. Donc c'est comme ça que fonctionne le nucléaire. Donc une centrale nucléaire en fonctionnement émet très peu de CO2. C'est classifié dans les rapports du GIEC comme une des énergies les meilleures pour lutter contre le changement climatique, avec évidemment toutes les énergies renouvelables, l'hydroélectricité, le solaire et l'éolien. Voilà, donc c'est une des solutions. Alors la France, en fait, on a beaucoup de nucléaire. Alors pourquoi ? C'est d'abord venu pour une raison économique, c'est que dans les années 70, on produisait beaucoup de notre électricité avec justement des énergies fossiles. On avait des centrales à charbon et on avait aussi des centrales au fioul. Donc quand en 73, événement géopolitique, la guerre du Kippour en Israël, à ce moment-là, la France produisait, comme je disais, beaucoup son électricité, à 70% avec des énergies fossiles. Et là, le prix du pétrole a quadruplé en 6 mois. On a eu une crise énergétique énorme, un peu similaire à celle qu'on a eue en 2022 après l'invasion de l'Ukraine. Et donc, le gouvernement a cherché à se débarrasser de ces énergies fossiles dans la production d'électricité et a lancé un programme nucléaire qui n'avait pas d'équivalent dans le monde, puisqu'on a construit 58 réacteurs nucléaires en moins de 25 ans. C'est énorme. Et du coup, on s'est quasiment débarrassé dans notre production d'électricité des énergies fossiles. Elles représentent moins de 5% aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 70% d'électricité en France qui est produite avec du nucléaire et à peu près 25% produite avec des énergies renouvelables, de l'hydro, du solaire et de l'éolien. Donc on est dans une situation un peu exceptionnelle dans le monde. Il y a très peu de pays, se comptent sur les doigts de la main, des pays qui ont réussi à éliminer les émissions de CO2 de leur production électrique. Alors, ce faisant, on a construit 58 réacteurs, on a bâti une énorme industrie nationale. C'est notre 3e industrie nationale, donc derrière l'aéronautique et puis l'automobile. Donc il y a 2000 entreprises, il y a 220 000 emplois, et avec des taux de qualification extrêmement élevés et des emplois, y compris donc, sur l'ensemble des territoires français, y compris dans des régions où il n'y a pas grand-chose, parce que quand on a acheté des terrains pour construire les centrales nucléaires, c'était des endroits où le foncier ne coûtait pas très cher, où il n'y avait pas grand-chose. Donc elle fournit des emplois qualifiés sur l'ensemble du territoire. Donc il y a un aspect économique et social extrêmement élevé. Et l'autre point et dernier point, c'est que du coup, pour produire cette électricité, comme on n'a pas besoin d'importer du gaz et du pétrole pour la produire, et en fait, le coût de production est extrêmement stable. C'est-à-dire que notre coût de production ne bouge pas et est relativement prédictible, ce qui permet d'apporter à nos entreprises un avantage compétitif. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce qu'il reste on échange avec les pays européens et l'influence du gaz aujourd'hui qui est très présente dans le mix énergétique européen, et donc les prix du gaz influencent les marchés européens et du coup on a aussi cette influence chez nous. Mais on a aujourd'hui, vous voyez, sur le dernier semestre, le prix de gros en France le plus bas par rapport à nos voisins. Quand je pense à l'Allemagne, je pense à l'Italie, ou je pense au Royaume-Uni ou à la Belgique. Voilà. Donc il y a 3 grands points. Enfin, l'aspect environnemental de lutte contre le changement climatique. Le deuxième point qui est cet aspect social, le fait que c'est vraiment une industrie française qui embauche et qui crée des emplois en France. Et puis ce troisième aspect qui est l'aspect économique, c'est la capacité pour nous d'avoir un prix de l'électricité à la fois pour les ménages et puis pour nos industries qui soit le plus bas possible. Voilà. Merci pour cette présentation. Alors, je vais me permettre de rebondir. Comme vous l'avez présenté, le nucléaire, il est présenté souvent comme une énergie propre grâce à son très faible niveau d'émission de CO2. Pourtant, la gestion des déchets radioactifs demeure un sujet sensible aux yeux du public. Comment expliquer aujourd'hui que le nucléaire puisse être considéré comme une énergie propre malgré la problématique de ces déchets, et quelles solutions sont mises en place concrètement pour répondre à ce défi sur le long terme ?
Alors tout à fait, c'est un point important parce que quand on demande aux Français les avantages de l'énergie nucléaire et les inconvénients de l'énergie nucléaire, dans les avantages, il y a toujours cette idée d'une indépendance. Donc ça vient du fait que c'est une industrie nationale et aussi que ça nous rend indépendants justement des importations de gaz et du pétrole. Et puis le deuxième, et par contre, quand on leur demande ce qu'ils n'aiment pas dans le nucléaire, c'est les déchets. Alors j'ai plusieurs points là-dessus que je voulais vous dire. Alors d'abord je vais répondre à la question sur les déchets, puis après je vais vous dire qu'il y a aussi d'autres aspects environnementaux qui sont importants et qui deviennent de plus en plus importants pour les Français aussi. Donc sur la question des déchets, en fait toute énergie produit des déchets. Le point qui est vraiment important, c'est d'en produire le moins possible et de gérer ce qu'on produit le mieux possible. Donc gérer le moins possible. Donc d'abord, c'est très peu en fait, c'est 2% des déchets toxiques en France, et sur ces 2% des déchets toxiques, il n'y a que 10% de ces 2% qui sont vraiment très toxiques. C'est-à-dire que quand je vous dis que c'est très toxique, donc ça s'appelle les déchets à vie longue haute activité, c'est les combustibles usés, donc c'est les combustibles qu'on décharge des centrales. En effet, ils sont extrêmement dangereux, mais ils représentent donc une partie très importante. Aujourd'hui, on entrepose sur un seul site en France l'ensemble de ces déchets très dangereux depuis 40 ans, produits depuis 40 ans. Donc c'est pour vous dire comme ça prend assez peu de place. Alors pour continuer à réduire, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place des technologies de recyclage. Aujourd'hui, on est capable de recycler, on a la technologie pour recycler 96%, donc il ne reste que 4%. Et aujourd'hui, 10% de l'électricité nucléaire française est produite avec ces matières recyclées. Et on est capable de monter à 25%. On a la technologie pour le faire. Et le deuxième point, c'est les gérer le mieux possible. Donc pour les gérer le mieux possible, il faut pouvoir techniquement les isoler, donc les confiner, et de faire en sorte qu'ils ne soient jamais en contact, ni avec les humains, ni avec les animaux, enfin pas en contact avec la biosphère. Donc aujourd'hui, c'est le cas en France. Je pense que je vais vous poser la question, est-ce que certains d'entre vous ont déjà vu un déchet nucléaire ? Je pense que si vous en avez vu, c'est dans les hôpitaux, puisqu'il y a des technologies nucléaires utilisées dans les hôpitaux. Mais normalement, vous n'en avez pas vu parce que justement, ils ne sont pas en contact avec vous. Alors, je prends un exemple, où je compare avec les énergies fossiles. Aujourd'hui, vous allez aller dans la rue, il y a une voiture qui va passer, qui va brûler de l'essence, vous êtes en contact direct avec ces déchets parce qu'elle rejette ces déchets, le CO2, mais aussi des polluants atmosphériques directement dans l'air. Donc ça, c'est une industrie qui ne gère pas ces déchets, voilà, à la différence de nous. Alors, il y a cet aspect déchets, il y a plein d'autres aspects environnementaux, donc on a parlé du climat, mais il y en a au moins 3 autres qui sont extrêmement importants. Alors le premier, c'est les polluants atmosphériques. Donc là, je ne parle pas du CO2 qui crée l'effet de serre, mais je parle des particules fines, des rejets de soufre, des rejets de nitrate dans l'air. Donc ça, c'est par exemple typiquement centrale à charbon, rejette énormément de polluants atmosphériques dans l'air, donc le nucléaire n'en rejette pas. Ce que vous voyez sortir des tours aéro-réfrigérantes sont des gouttelettes d'eau. Voilà, donc vous n'avez pas de polluants atmosphériques, donc ça c'est extrêmement important. Et vous avez des pays, je pense à la Chine, je pense à la Pologne, qui veulent développer le nucléaire pour ça, pour fermer des centrales à charbon qui produisent des polluants atmosphériques. Le deuxième point, c'est la biodiversité. Et donc il y a évidemment énormément de moyens d'agir pour la biodiversité, mais un des moyens d'agir, c'est d'utiliser le moins de place possible pour produire. C'est-à-dire de pouvoir libérer des espaces naturels et donc d'artificialiser le sol le moins possible. Et ça, le nucléaire est un peu le champion pour pouvoir produire beaucoup d'électricité, c'est une énergie très dense sur très peu d'hectares. Et puis, le troisième point, c'est l'accès aux matières, aux métaux. Et là-dessus encore, le nucléaire est assez économe. C'est-à-dire qu'on construit une centrale nucléaire, on utilise de l'acier, on utilise un certain nombre de métaux qui servent dans les alliages pour les composants de la centrale. Mais comme on utilise la centrale sur 60 ans, au moins de production, voire 80 ans plus tard, en fait, le taux de matière utilisé pour produire de l'électricité est en fait très faible. Donc c'est une énergie qui est aussi très économe
en matière et en minéraux. Voilà. Donc elle a des plus et elle a des moins, mais elle répond sur certains aspects à énormément d'enjeux environnementaux à venir. Voilà. Merci. Face à l'augmentation massive des besoins en électricité liée à l'électrification, comment voyez-vous le rôle du nucléaire dans l'atteinte de nos objectifs climatiques et énergétiques, notamment en France ? Alors, il y a énormément de scénarios qui sont faits au niveau mondial et puis en France. Donc, au niveau mondial, on sait que pour atteindre cette fameuse neutralité carbone où on n'émettrait plus de CO2, on sait qu'on aura besoin énormément de renouvelables. Donc la majorité de la production d'électricité dans les années 2050, ça sera du solaire et de l'éolien. Déjà parce qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas accès au nucléaire, et puis parce qu'elles vont atteindre aussi une compétitivité assez forte. Le nucléaire, aujourd'hui, c'est 10% de la production d'électricité mondiale. Donc c'est la deuxième source de production derrière les barrages hydroélectriques. Donc dans les scénarios mondiaux, en général, ils donnent le nucléaire à la même place, 10% en 2050. Donc en général, c'est comme la consommation d'électricité va augmenter pour sortir du gaz et du pétrole, on pense que du coup le parc nucléaire doit doubler, voire tripler d'ici 2050. Donc c'est considérable. Et pour ça, en fait, il y a plusieurs moyens. Le premier, c'est de garder nos centrales actuelles et de les rénover. C'est ce qu'il y a de plus simple et de plus facile à faire. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire en France. On a un très gros programme de modernisation de nos centrales actuelles. Il y a presque 1 milliard d'euros dépensés par réacteur. Donc, ça sont des très, très gros travaux qui ont commencé. Le deuxième point, c'est de construire des nouveaux réacteurs nucléaires, donc des gros réacteurs nucléaires. Donc ça, il y a énormément de projets partout dans le monde. Les champions du monde de la construction de réacteurs aujourd'hui, c'est les Chinois. Ils construisent énormément de réacteurs et très bien, très vite et moins cher. Et puis, le troisième point, c'est de faire des tas d'innovations technologiques. Donc ça, c'est en général des petites unités. Et elles peuvent servir dans plein d'applications nouvelles. Elles peuvent, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'hydrogène, donc elles peuvent servir à produire de l'hydrogène. Elles peuvent aussi produire, en utilisant de la vapeur, elles peuvent remplacer aussi les énergies fossiles, par exemple dans les réseaux de chaleur urbains ou dans les usines. Elles remplacent le gaz, les brûleurs à gaz. Et puis, elles peuvent aussi servir dans les pays qui en ont besoin à dessaliner l'eau de mer. Voilà. Et donc aujourd'hui, est-ce que le rythme de transformation industrielle et énergétique, il vous semble suffisant face à l'urgence climatique ? Alors il ne l'est pas, hein, on n'est pas sur la trajectoire. Alors en France, on a fait énormément de progrès ces dernières années, mais on n'est pas sur la trajectoire. Alors je vous ai dit, tout allait bien sur l'électricité, c'est formidable, mais en fait... On a, à côté de cette production électrique, on a quand même toujours 60% de fossiles dans notre consommation énergétique. C'est principalement le pétrole qu'on utilise pour les voitures et le gaz qu'on utilise chez soi pour se chauffer ou dans les usines. Voilà. Donc, il faut pouvoir se débarrasser de ce pétrole et de ce gaz. Donc, pour ça, l'électrification est un moyen. L'exemple qu'on a en tête, c'est la voiture électrique, évidemment. Ou les transports en commun qui en général fonctionnent à l'électricité. Mais donc ce n'est pas suffisamment rapide. Donc un des points, je ne sais pas si vous avez écouté le discours du Premier ministre à l'Assemblée, il a parlé de l'électrification, c'est-à-dire augmenter notre rythme d'électrification. C'est vrai que si on peut remplacer plus rapidement les moyens de chauffage chez soi ou les véhicules qu'on utilise par des moyens qui fonctionnent à l'électricité, ça permet de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et d'aller plus vite. Voilà. Et pour l'instant, on va pas assez vite. Donc, comme vous l'avez expliqué lors de votre introduction, le nucléaire, c'est une filière qui est hautement technique. Comment attirer et former pour les compétences nécessaires et les jeunes talents pour répondre aux besoins massifs de recrutement à venir dans cette industrie ? Alors, c'est un vrai enjeu. On doit recruter 10 000 personnes par an, donc 100 000 par an. 100 000 dans les 10 ans qui viennent, donc c'est très important. Il y a plusieurs enjeux, plusieurs défis. Le premier, c'est qu'en fait,
c'est d'attirer les jeunes vers les métiers techniques, en particulier les jeunes femmes. Moi, je suis assez effarée parce que j'ai fait mes études maintenant il y a 40 ans. Et à l'époque, on était 15% de filles dans mon école et ça n'a quasiment pas bougé, quoi. Donc, je pense qu'il y a un vrai sujet d'accès des femmes, d'intérêt pour les jeunes femmes pour les métiers techniques. Et je ne sais pas, j'avoue que ça m'énerve énormément. Je lis toutes les études là-dessus, donc j'ai lu plein de raisons. Mais c'est un vrai sujet. Le deuxième sujet, c'est l'attrait pour l'industrie. Il y a beaucoup de jeunes qui se représentent l'industrie comme autant d'Émile Zola. C'est pas sale, enfin, c'est des métiers super intéressants. Je vous invite vraiment à aller visiter des sites et des usines parce que vous verrez, il y a des métiers hyper intéressants et formidables. Donc on a cet enjeu d'attirer les jeunes hors des écoles d'ingénieurs, mais aussi dans des métiers techniques. Je pense que celui dont on parle beaucoup, c'est le métier de soudeur, qui est un métier qui est hyper intéressant, hyper bien payé. Il faut 5 ans pour former un soudeur. Et là, récemment, j'ai vu une histoire d'une jeune femme qui était coiffeuse et qui s'était reconvertie dans le soudage. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est des trucs que l'industrie fait. Ils vont attirer des jeunes et des moins jeunes et ils ont des programmes de reconversion pour pouvoir leur donner le background technique pour leur permettre de bosser sur ces métiers. Absolument. Donc la transition énergétique, elle transforme aussi les attentes sociétales, notamment par l'intermédiaire des pouvoirs publics. Face aux enjeux d'acceptabilité, quelles pistes voyez-vous pour mieux associer le public à la politique énergétique, notamment sur des sujets qui peuvent paraître sensibles et complexes comme l'énergie nucléaire? Alors, il y a énormément de débats. Je sais que le CESE organise lui-même des débats, mais il y a une commission qui s'appelle la Commission nationale de débat public. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que notre association, on passe notre temps dans des débats. On est en débat actuellement pour la construction de nouveaux réacteurs nucléaires dans l'Ain, donc près de Lyon. Il y a énormément de débats qui se passent absolument tout le temps. Et l'enjeu de la commission, c'est d'intéresser les gens parce qu'ils ont du mal à faire que les gens s'intéressent à ces débats. Donc, si ça vous intéresse, allez sur ces sites, participez à ces débats. C'est l'occasion pour tout le monde de mettre énormément d'informations dehors, de manière vulgarisée. C'est très complet, c'est simple à comprendre. Et vous pouvez vous exprimer soit en allant dans les salles, alors en ce moment c'est plutôt vers Lyon, soit en participant en ligne à ces débats. Soit là vous pouvez aller en visio, soit répondre. Par exemple, demain soir, moi je débat sur le coût du nucléaire dans le débat. Donc c'est à 6h30, donc vous allez sur le site de débat public, ça s'appelle Débat.ly, et vous pouvez donc participer au débat. Donc allez-y. Je sais que c'est du temps, mais si ça vous intéresse, faites-le. Voilà, et faites entendre votre voix. Merci beaucoup. Alors, je vous propose qu'on passe aux questions du public. Oui, c'est bon. Selon vous, dans combien d'années notre impact sera-t-il considérablement réduit afin de limiter le réchauffement climatique ? Ah, diable. Il y a 2 points là-dessus. Est-ce qu'on est optimiste ou est-ce qu'on est pessimiste ? Donc, moi, je suis évidemment déçue qu'on ne soit pas sur la trajectoire, mais je suis optimiste parce qu'il y a plusieurs points. Le premier, c'est vous, enfin, c'est que votre génération et même la mienne, on est extrêmement sensibilisés sur le sujet. Le deuxième, c'est qu'on voit des choses se passer. Nous, par exemple, on réduit nos émissions. Et même la Chine, l'année dernière, alors
On a envie de s'arracher les cheveux parce qu'ils construisent toujours des centrales à charbon et leur pourcentage de centrales à charbon est toujours très élevé dans leur production. Mais ils réduisent leur intensité. C'est les premiers investisseurs du monde dans les énergies renouvelables. C'est les premiers investisseurs du monde dans l'énergie nucléaire. Donc, voilà. Donc, on va rester optimiste, en tout cas déterminé à faire en sorte que les choses s'améliorent. Alors, évidemment, à l'arrivée de Donald Trump, puisqu'on en parlait dans la session précédente, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais ce qu'on a vu la dernière fois dans son premier mandat, c'est qu'il voulait, par exemple, relancer les centrales à charbon, etc. Mais en fait, les acteurs économiques n'y croient pas. En fait, je pense que même les acteurs économiques américains ont intégré le changement climatique, ont intégré que, de toute façon, les actions à mener étaient sur les temps longs et allaient au-delà d'un seul mandat. Et donc, leurs actions vont en général dans le sens d'une réduction des émissions. Parce qu'ils savent que c'est une demande sociétale et ils savent que, de toute façon, c'est ce qui va se passer sur le marché sur les temps longs. Voilà. Donc moi, je reste optimiste, même si j'aimerais que ça aille plus vite. Oui, ben, les personnes... Ah, faut que je me lève. Bonjour. Alors, j'aurais une petite question. Nous sommes dans une situation où aujourd'hui notre société, elle est les gens, ils sont beaucoup plus sensibles à leurs impacts environnementaux et à l'écologie. Et du coup, je voudrais savoir si le choix de la France pour leurs énergies au niveau du nucléaire, c'était un choix qui était purement environnemental ou plutôt un choix qui était éthique. Voilà, merci. Alors, la France, elle a plus de nucléaire que les autres pays. Ça vient un peu de l'histoire. C'est ce que je vous racontais dans les années 70. C'est que dans les années 70, il y avait urgence pour nous à nous débarrasser du pétrole et du gaz, non pas parce qu'ils étaient polluants, mais parce qu'en fait, on n'en avait pas et qu'il fallait tout importer. Donc, on s'est dit quelle est l'énergie qu'on peut produire localement qui diminuerait notre besoin d'importer du pétrole et du gaz. Et on est tombé sur le nucléaire, mais on l'a fait pour des raisons d'indépendance énergétique, pas pour des raisons environnementales. Et il y a un truc un peu miraculeux, c'est que finalement, le nucléaire qui n'avait pas été choisi pour ça, il émet peu de gaz à effet de serre. Donc, quand la question du climat s'est posée, on s'est retrouvé dans une situation hyper positive à cause de ce choix historique. Donc aujourd'hui, on sait que l'électricité, ça va être un vecteur très important pour se débarrasser du reste des énergies fossiles qu'on utilise. On sait que ça doit être un mélange de sources électriques non émettrices, donc de renouvelables et de nucléaire. Il se trouve qu'en fait, on est hyper bon en nucléaire. Donc c'est une force industrielle et économique de la France. Donc, c'est clair que nos choix futurs, il y aura du nucléaire, des renouvelables, mais le nucléaire aura une partie importante. Il y a un autre point qui est important aussi, c'est que notre nucléaire, il n'est pas que français, il sert l'ensemble de nos voisins. Alors pourquoi sur le réseau électrique, vous ne pouvez pas stocker l'électricité. Donc, à tout moment, la consommation doit être égale à la production. Et donc la consommation, elle change dans l'année, elle change entre le milieu de la journée et puis la nuit, évidemment. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut être en moyen de produire. Et aujourd'hui, avec la plupart des pays européens, dont la France, on a pas mal de solaire et d'éolien en ligne. Et même s'ils sont bons pour le climat parce qu'ils produisent peu de gaz à effet de serre, ils ne produisent pas tout le temps. Pratiquement, le solaire, il ne produit pas la nuit. Et l'éolien, sa production varie en fonction du vent. Donc, on a besoin d'avoir des sources d'électricité qui produisent tout le temps et d'en avoir suffisamment dans le mix. Et dans les sources d'électricité qui produisent tout le temps, qui sont à la fois bas carbone et pilotables, donc, il y a le nucléaire et les barrages hydroélectriques. Donc, notre nucléaire, il est un atout pour nous, pour la sécurité d'approvisionnement française, mais on le vend beaucoup aux étrangers. Typiquement, l'année dernière, on a énormément exporté d'électricité. Et donc, l'Allemagne, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Italie
utilise énormément le nucléaire français. Voilà. Donc, à terme, il y aura en Europe beaucoup de renouvelables, comme je l'ai dit. J'espère qu'on aura fermé centrales à charbon en Pologne, en Allemagne, en Europe de l'Est. Mais il y aura toujours besoin d'un socle nucléaire et la France fournira une partie importante de ce socle parce que c'est une force industrielle qu'on a, un savoir-faire qu'on a. Voilà. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Isaac. Ouais. Alors, Madame Valérie Faudon, j'ai une petite question pour vous. Vous avez pu dire qu'on peut voir qu'il n'y a que 15% par exemple des femmes qui s'orientent vers votre métier. Donc, moi j'avais une question parce qu'on peut remarquer aujourd'hui, que ce soit dans notre génération, que ce soit dans notre société ou même dans le monde en général, que les femmes malheureusement sont vues comme de manière inférieure aux hommes. Alors, moi ma question est la suivante. Quels conseils pourriez-vous leur donner à des jeunes femmes, adolescents, des futures mamans qui aimeraient aussi s'orienter vers ce genre de métier, mais qui ont peur comme du regard des gens, ou même de se dire, ouais, comme je suis une femme, je ne peux pas forcément faire ceci, ou cela, on va me juger, on va me dire ceci, ou peut-être on ne va pas forcément m'accepter ici ou là-bas. Voilà. Alors, merci de votre question, c'est un sujet qui me passionne. Alors, je disais que c'était dans mon école, c'est à Polytechnique, il y a toujours très peu de femmes, mais en France, dans les métiers d'ingénieur, il y a 28% de femmes. Bon, alors, c'est bien, mais ça ne bouge pas depuis 10 ans. Et dans le nucléaire, c'est 25% de femmes en général. Donc, j'ai lu les rapports parce que j'essayais de comprendre justement. Donc, il semblerait qu'il y a un manque de... Alors, quand je vous disais que nous, on a donc 25% de femmes, quand on va dans les écoles d'ingénieurs, elles n'ont que 30% de femmes. Donc, même quand on essaye d'embaucher, il n'y en a pas suffisamment dans les écoles d'ingénieurs. Et quand on pose la question aux responsables des écoles d'ingénieurs, ils disent qu'il n'y en a pas assez qui font les spécialités sciences au bac. Voilà, donc ça descend comme ça, jusque presque en primaire. Et il y a des études qui montrent que les petites filles en primaire pensent qu'elles sont moins bonnes que les petits garçons en maths. Donc ça, c'est absolument étonnant. Donc je pense que c'est beaucoup d'idées préconçues qui sont encore dans la société, que ce soit dans le milieu scolaire ou dans les familles. Donc c'est vraiment un sujet inquiétant. Donc je pense que le conseil que j'ai à donner auprès des petites filles, c'est que si elles aiment les sciences, qu'elles y aillent et qu'elles se renseignent aussi sur les métiers, parce que souvent les métiers d'ingénieur, c'est pas bien compris. On pense que c'est des métiers de geek, alors qu'il y a plein de manières d'être ingénieur. On peut être chef de projet, on peut être manager, on peut être évidemment dans un bureau d'études, mais c'est des métiers qui sont bien payés, c'est des métiers qui sont en tension, où il y a énormément de travail, des potentiels. Je parlais avec une proviseure qui disait souvent les petites filles, on les oriente plutôt vers des métiers commerce parce qu'on dit que les études seront plus faciles, mais après c'est plus difficile de trouver du travail, alors que les métiers techniques, c'est considéré comme plus difficile pour les études, mais après c'est beaucoup plus facile pour trouver du travail. Voilà. Donc je pense qu'il faut qu'on en parle et qu'on sensibilise tout le monde. Nous-mêmes, on va pas mal, on demande à des volontaires d'aller dans les collèges et les lycées et aux jeunes femmes de parler de leur métier pour que ça devienne un peu plus concret pour les jeunes filles, quel type de métier on peut avoir. Voilà. Bonjour. En fait, ma question c'est, est-ce que dans le métier, dans l'industrie du nucléaire, est-ce qu'il y a la peur qu'une autre catastrophe nucléaire comme celle de Tchernobyl se reproduise ? Alors, dans l'industrie nucléaire, il y a des gens dont le métier, c'est d'imaginer tout un tas d'accidents tout le temps, pour être sûr qu'on les a tous bien pris en compte. Donc, on a un investissement vraiment important sur ces sujets-là. Et c'est un truc que je ne l'ai pas dit, mais l'industrie nucléaire, c'est une industrie qui forme le plus en France. Il y a 9 jours de formation par an et par employé. Et c'est en particulier sur les enjeux de sûreté. Donc c'est un sujet qui est, je dirais, presque obsessionnel pour les gens qui travaillent dans l'industrie nucléaire, pour justement qu'il n'y ait pas d'accident. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle notre culture. Voilà. Et en plus de ça, donc, il y a une sorte de gendarme du nucléaire, c'est-à-dire qu'il y a
qui s'appelle l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, qui est une autorité indépendante, c'est-à-dire qui ne dépend ni du gouvernement, enfin de personne. Ils ne rendent compte qu'au Parlement, non pas celui-là, mais à l'Assemblée nationale. Et qui font des inspections tout le temps. Donc, ils font plus de 1000 inspections par an sur les sites, dont pas mal d'inspections surprises. Et ils ont des pouvoirs très importants, c'est-à-dire que s'ils considèrent qu'une installation peut présenter un danger, ils peuvent la mettre à l'arrêt du jour au lendemain. Voilà. Donc, voilà, c'est tout un dispositif qu'on a pour finalement s'assurer que les citoyens ont confiance dans les sites nucléaires. Voilà. Et c'est les gens en fait qui travaillent en général là où les points sont importants. C'est intéressant parce qu'en ce moment donc on lance un programme de construction de 6 nouveaux réacteurs nucléaires qui vont être sur 3 sites où il y a déjà des réacteurs nucléaires. Et une des raisons pour lesquelles on a choisi ces sites, c'est que les populations qui vivent près des centrales nucléaires sont des populations qui en général connaissent le nucléaire et ont confiance dans le nucléaire, donc ils sont en général volontaires pour accueillir ces sites. Voilà. Ces nouvelles installations. Bonjour, Madame Valérie Faudon. Vous dites que les déchets nucléaires sont dangereux pour l'environnement. Alors pourquoi produit-on encore l'énergie nucléaire et peut-on utiliser une autre énergie que l'énergie nucléaire ? Alors, on utilise toujours un mix de solutions. Il n'y a pas, à ma connaissance, de pays qui n'utilisent qu'une seule énergie, sauf la Norvège qui est 100% hydroélectricité, c'est-à-dire qu'ils ont suffisamment de barrages et de cours d'eau pour produire toute leur électricité. Donc, à chaque fois, les pays choisissent les sources d'électricité qu'ils utilisent. Alors, c'est pas mal fonction des ressources naturelles qu'ils ont. Est-ce qu'ils ont des barrages? Est-ce qu'ils ont beaucoup de soleil? Est-ce qu'ils ont du gaz? Alors, historiquement, les pays qui avaient du gaz, ils produisaient l'électricité avec du gaz. C'est le cas des Américains, avec le gaz de schiste, ou de la Pologne avec le charbon. Ils ont beaucoup de charbon. Donc, nous, je dirais qu'on a de l'hydro. Mais historiquement, dans les années 70, on n'avait ni gaz ni charbon, donc on a choisi le nucléaire. Voilà, donc chaque pays, en fait, choisit son mix énergétique en fonction de ses ressources, de ses objectifs, en fonction de l'économie aussi, puisque tous les pays cherchent à avoir l'électricité la moins chère possible. Voilà. Donc, si on choisit de ne pas avoir de nucléaire, et c'est le cas d'un certain nombre de pays, soit parce qu'ils ne maîtrisent pas la technologie, soit parce qu'ils ont décidé de ne pas le faire, ils doivent trouver des moyens qui remplissent les mêmes fonctions que le nucléaire. Donc, c'est-à-dire des moyens qui soient à la fois peu émetteurs et qui soient pilotables, c'est-à-dire qu'ils puissent produire tout le temps, enfin en tout cas garantir la sécurité d'approvisionnement du pays, même la nuit ou même quand il n'y a pas de vent. Voilà. Donc ça, c'est les vrais enjeux qu'on a actuellement. Là, vous avez vu, il va y avoir un débat énergétique sur ce qui s'est passé en Espagne, pour comprendre ce qui s'est passé en Espagne, et certainement des analyses sur l'ensemble des pays européens pour savoir comment renforcer la sécurité d'approvisionnement électrique en Europe. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est des questions compliquées, c'est des questions techniques, c'est des questions politiques, c'est des questions économiques. Donc, chaque pays essaye de trouver le mix qui lui convient. Et en France, aujourd'hui, il y a une majorité de Français qui souhaitent garder cette idée d'un mix avec du nucléaire et des énergies renouvelables. Voilà. Ils veulent des deux, quoi. Voilà. Mais merci beaucoup. Je pense qu'on va arrêter là. On a atteint la fin. On vous remercie, madame. Merci, madame Valérie Faudon, et merci beaucoup.